Voilà, bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Clément Lessort, je suis journaliste et surtout très heureux de vous accueillir au cinéma Eden 3 à Ancenis-Saint-Géréon ce jour évidemment et pour cette rencontre avec les acteurs du territoire. Dans quelques instants, justement, j'aurai le plaisir d'accueillir nos témoins. Ils sont chefs d'entreprise, entrepreneurs, acteurs de l'économie, organisateurs d'événements culturels, dirigeants d'associations ou encore agriculteurs. Mais elles sont effectivement l'ensemble, et elles ont pour dénominateur commun plutôt d'être des acteurs et des habitants de ce territoire qui est mis à l'honneur évidemment aujourd'hui. Je m'empresse de préciser également que l'ensemble de notre dispositif respecte scrupuleusement les règles édictées par le protocole sanitaire et donc les distanciations sociales, ce qui nous dispense de porter des masques, comme vous le constatez. Notre premier grand témoin, je me tourne naturellement vers Maurice Perrion, président de la COMPA, la communauté de communes du pays d'Ancenis. Bonjour, Monsieur le Président. Bonjour à vous. Merci d'être avec nous. Parlez-nous un petit peu d'abord de ce lieu dans lequel nous nous trouvons, qui est évidemment identifié, très identifié de la part des habitants de ce territoire. Ah oui, effectivement, le choix de ce lieu n'est pas anodin. Le cinéma Eden 3 était un gros projet donc, mené par l'intercommunalité dans l'ancienne mandature, donc un projet ambitieux donc, au sein de la communauté de communes, situé dans la ville-centre évidemment, mais dans un endroit très vivant, où il y a bien sûr la gare, le centre historique d'Ancenis, donc les enseignants et les habitants du territoire d'Ancenis s'y retrouvent très bien, il est bien identifié. Pourquoi vous avez tenu à organiser cette séquence et dans ce format un peu inédit, atypique, il faut le dire? C'est toujours frustrant pour un élu de ne pas pouvoir s'adresser à la population et au monde économique sur un territoire, que l'on soit maire ou président d'intercommunalité, c'est la même chose. Donc l'ensemble des maires du pays d'Ancenis ont pris aussi de cette formule de s'adresser à la population par une visio. Voilà, on doit respecter les règles sanitaires, donc c'est difficile de rassembler dans une même salle ou un même lieu 400 personnes, et puis avec une expression forcément qui n'est pas donnée à l'ensemble de la population. Le fait d'avoir cet échange, ça permet aussi donc, aux habitants de l'ensemble du territoire de pouvoir avoir accès à cette séquence. Justement, qu'est-ce que vous attendez concrètement de cette séquence, de cet événement et de ces échanges avec les acteurs du territoire ? C'est important d'échanger. Donc, on est dans un moment un peu particulier où il y a cette défiance donc vis-à-vis du Covid-19. Donc, on est tous anxieux de ce qui s'est passé, de ce qui va se passer. Donc, il y a donc cette rencontre avec les acteurs du territoire qui vont pouvoir nous donner aussi leur ressenti. On n'a pas le même ressenti lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on est donc dans le monde culturel, lorsqu'on est simple citoyen d'ailleurs. Donc ça permet voilà, donc, de pouvoir donner aussi la parole voilà, aux citoyens et au monde de l'entreprise. Dans quel état d'esprit vous êtes en tant qu'élu, bien sûr, dans cette période, dans ce contexte évidemment singulier que nous vivons collectivement depuis quelques mois ? Effectivement, ce n'est pas simple, mais il faut rester optimiste. Donc, on a passé des périodes un petit peu compliquées. Les citoyens donc, ont bien pris conscience qu'il fallait faire attention pour soi-même et pour les autres, évidemment. Cette prise de conscience donc, s'est accentuée donc, au fil du temps. Le premier confinement a été voilà, accepté par les citoyens. Par contre, là, le deuxième confinement donc, est plus long. Et on voit bien que les gens sont anxieux. En plus, c'est la période hivernale. Donc, même si aujourd'hui, il y a du soleil, ça manque de soleil. Donc, il faut que l'on soit donc, actif. Et à nous aussi, élus et membres donc, du monde économique, de prouver qu'on peut relever ce défi important. Et puis, on aura forcément un printemps sympathique à venir, j'imagine. Voilà, avant de retrouver notre premier témoin, quelques images. Tiens, une vidéo de quelques secondes pour lancer cette séquence économie.
temps évidemment maintenant d'accueillir nos deux premiers témoins. Ils vont venir nous rejoindre, Virgilio Fonseca et Anne Attimon. Merci beaucoup à tous les deux. Installez-vous, prenez place confortablement à nos côtés. Virgilio Fonseca, vous êtes fondateur et gérant de Concept Propreté. Anne Attimon, vous êtes viticultrice, propriétaire et exploitante du domaine des Génaudières. Ça se passe du côté du Cellier. Virgilio Fonseca, on va commencer avec vous. Je le disais, fondateur et dirigeant de Concept Propreté. C'est une entreprise de nettoyage créée il y a 11 ans maintenant, basée à Ancenis, spécialisée dans l'entretien régulier des locaux tertiaires et industriels. Et vous intervenez d'ailleurs en Loire-Atlantique et dans le département du Maine-et-Loire également. Vous êtes président de l'ADIRA. On va commencer par Concept Propreté. Racontez-nous un petit peu cette entreprise. Combien de collaborateurs d'ailleurs ? Donc, bonjour Clément, bonjour Monsieur Perriand. Donc, aujourd'hui, j'ai créé Concept Propreté il y a donc 11 ans désormais. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 100 collaborateurs à temps partiel, ce qui fait environ 35-36 équivalents temps plein. Donc, aujourd'hui, l'entreprise se porte plutôt bien malgré la crise, donc avec une croissance à 2 chiffres pour cette année normalement. Vous avez été particulièrement mobilisés, vous et vos collaborateurs, collaboratrices, durant cette période. Il faut saluer l'engagement des équipes. Tout à fait. Nos équipes ont été en première ligne pour effectivement parer, si on peut dire ce mot, au Covid aujourd'hui, donc avec des solutions de désinfection pour l'ensemble de nos clients. Voilà. En quoi ça a changé d'ailleurs vos métiers, tout ça, et d'ailleurs la perception de vos métiers? Est-ce que le Covid a contribué à redonner un peu d'attractivité à ces métiers? En tout cas de considération. La considération, oui, d'attractivité également. On peut mettre en avant aujourd'hui les sociétés nettoyage avec les désinfections, tout type de désinfections qui sont diverses et variées. Et aujourd'hui, on peut apporter des vraies solutions à nos clients. Président de l'ADIRA, je voudrais qu'on ait un mot évidemment pour cette association. Alors là, on prend un petit peu de hauteur parce que ça concerne évidemment beaucoup d'entreprises sur le territoire. Vous allez nous dire, association pour le développement industriel de la région d'Ancenis qui regroupe plusieurs chefs d'entreprise. Combien, Virgilio? Nous sommes environ aujourd'hui une centaine d'adhérents. Donc l'ADIRA a été créée il y a désormais 40 ans par Maurice Bouillet. Voilà. À quoi ça sert une association comme celle-ci en fait? Alors l'association, elle permet de favoriser les échanges inter-entreprises. Elle permet également de dynamiser le territoire via le boost économique de nos entreprises. Et puis voilà, on se rencontre régulièrement aussi pour parler de choses diverses et variées sur le territoire, sur le monde politique, sur le développement économique qu'a notre territoire qui est aujourd'hui extraordinaire. Alors, extraordinaire, vous allez évidemment poser dans quelques instants vos questions à Président. Qu'est-ce qui préoccupe pour autant les chefs d'entreprise au sein de l'ADIRA aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est un peu le sentiment d'où on va en fait, quelque part. La crise aujourd'hui que nous traversons, elle est économique et sanitaire. Beaucoup d'entreprises aujourd'hui n'arrivent pas à se projeter sur 2021. C'est compliqué. Qu'est-ce qu'on peut retenir, en tout cas, qu'est-ce qu'on devra retenir, puisque vous allez finir votre mandat en 2021, en printemps 2021. Qu'est-ce qu'on devra retenir de votre mandat? Qu'est-ce que vous avez voulu impulser? Alors, au début de mon mandat, il y a 2 ans, j'ai voulu impulser... ce sont des mandats de 2 ans, il faut préciser. Ce sont des mandats de 2 ans. Non renouvelables. Non renouvelables. Donc, je cède mon fauteuil à Julien Launay qui va prendre le fauteuil au mois de mars. Et donc, durant ces 2 ans, je voulais impulser en fait d'aller au-delà de nos territoires. Donc, on avait démarré avec un voyage en Roumanie pour découvrir l'usine Dacia. Et malheureusement, le Covid a annulé notre voyage en Italie. On devait aller sur Bologne pour découvrir un peu comment travaillent nos amis européens. Donc, le Covid a eu raison de ce voyage. Bon, donc c'est que partie remise. Ce n'est que partie remise, effectivement. Voilà, gageons que vous puissiez effectivement poursuivre ces projets et puis longue vie évidemment à l'ADIRA. Merci beaucoup. Je vous laisse poser vos questions évidemment à Président Perriand. Il vous écoute, nous vous écoutons. Donc, Monsieur Perriand, aujourd'hui, comme je le disais tout à l'heure, nous vivons une crise économique et sanitaire grave. Que peut impulser aujourd'hui la communauté de communes pour aider nos entreprises en difficulté? Alors tout d'abord, je voudrais saluer la résilience des entreprises et des agriculteurs qui ont su surmonter donc, cette épreuve compliquée. Au niveau de la Compa, nous avons mis des moyens importants en place. Vous êtes président de l'ADIRA, vous avez donc en gestion les grandes entreprises et les moyennes entreprises. Donc l'État vient donc en appui sur ces entreprises. Nous, la Compa, nous avons décidé de porter notre attention sur les PME.
1 500 000 € ont été mobilisés, donc dans des mesures importantes pour ces entreprises. Tout d'abord, l'exonération des loyers pour ceux qui étaient donc locataires de la Compa. Le fonds résilience qui a été mis en place donc, par la région et le département. Donc, la Compa donc, a abondé dans ce dispositif. Et puis, un sujet important, c'est donc les marchés publics qui sont lancés. Donc, comme d'autres collectivités, dès que la signature du marché donc, est attribuée, le marché est attribué, nous versons 30% à la commande. Ça permet justement donc, d'avancer donc, en même temps que les entreprises sur le sujet de cette commande publique. Et puis le troisième point d'importance, c'est donc ce dispositif en direction des commerçants et des artisans qui ont eu une fermeture administrative. Donc 400 000 € ont été mobilisés justement pour venir en aide au loyer, et ceci sur une durée de 3 mois. Virgilio, une autre question que vous souhaitiez poser à Président, on vous écoute. Donc, Monsieur Perriand, notre territoire est très dynamique. Je voulais savoir comment la communauté de communes pouvait nous aider concernant le manque de logement, développer notre mobilité sur le territoire et accroître le haut débit pour nos entreprises. Effectivement, donc 3 sujets essentiels. Tout d'abord sur le logement. Nous sommes en train de réaliser le SCOT dans cette étude qui va être réalisée donc, sur l'ensemble du territoire. On va justement pouvoir donc, accentuer nos actions sur les territoires les plus défavorisés. Sur le haut débit, le département donc, a mis en place le haut débit sur les zones urbanisées. La Compa donc, a mis une action forte sur les zones industrielles et artisanales, entre autres sur l'aéroport, sur l'Arientière, sur la Ferté. Donc toutes ces zones vont pouvoir être fibrées courant 2021-2022. C'est 500 000 € qui ont été mis comme dispositif. C'est important pour la Compa. Et le troisième sujet, territoire d'industrie. Donc ça va permettre d'avoir donc un œil attentif sur le développement industriel et artisanal sur notre territoire. D'autant que l'État a mis un nouveau dispositif qui s'appelle Petite Ville de demain. Donc ça va permettre aussi de regarder comment on peut gérer le côté industriel, l'emploi en fait, et le logement associé. Merci beaucoup, Président. Merci Virgilio Fonseca pour ces questions autour de la thématique économie. Il est temps pour nous de parler évidemment agriculture avec Anna Timon. On découvre une vidéo de quelques secondes et on se retrouve juste après. Anna Timon, bonjour. Bonjour Clément. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Anna Timon, vous êtes vigneronne, je le disais tout à l'heure, il y a quelques instants, propriétaire et exploitant du domaine des Génaudières. Ça se passe du côté du cellier. Parlez-nous un peu de votre activité, de votre quotidien. Un vigneron, c'est quelqu'un d'abord qui fait partie du monde agricole. C'est un agriculteur passionné dont la spécialité est la vigne et le vin. Il entretient le sol, il essaie de décrypter son terroir, c'est vraiment très important, le sol, le sous-sol, mais aussi le milieu de vie de la plante. Il entretient la vigne tout au long de l'année. Là, en ce moment, c'est la taille, c'est pendant 5 mois. Chaque pied est revisité et taillé. Il récolte, il vinifie. Et là, le vin n'est plus du tout un produit de consommation courante. Donc, c'est un moment qu'on partage avec des amis. C'est pour un moment particulier. Donc, du coup, nous, on se doit d'avoir des vins de qualité pour être à la hauteur de ce moment très, très, très spécial. Et puis, il commercialise. Donc, il accueille, il échange. Il aide le consommateur à mieux décrypter le vin, peut-être à retrouver le terroir à travers le vin. Je dirais qu'un vigneron, il se doit d'être curieux, puisque chaque millésime, c'est une histoire différente. Il se doit d'être patient, attendre à la jolie maturité du raisin avant de le cueillir. On élève les vins, que ce soit en cuve ou en barrique, et ne pas précipiter une mise en bouteille, attendre que le vin soit suffisamment mature. Je dirais qu'il doit être exigeant, parce qu'on ne fait jamais assez bien avec la nature. Et il y a aussi autre chose, je pense qu'il doit savoir gérer son stress, parce qu'on a des aléas climatiques et que nous sommes un métier où nous ne sommes pas du tout dans la sécurité, mais vraiment dans l'insécurité parfois.
Alain Timon, alors évidemment des produits à consommer avec modération, ce que vous évoquez, et non moins évidemment sans plaisir. Pour autant, qu'est-ce qui vous a donné envie d'embrasser justement cette profession qui paraît quand même très complète et complexe? Mais qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir vigneronne? Alors, nous, notre histoire, c'est un domaine familial. C'est un domaine qu'on se passe en ligne directe depuis 1635. C'était une évidence. Je pense que c'était le bonheur de vivre proche de la nature. On a la chance d'être dans un joli environnement, des vignes à flanc de coteau sur la Loire. On est un peu dans un écrin naturel, la Loire qui donne le mouvement. On a ces ciels qui sont bleus, violets, on a les brumes du matin. Et ça, c'est vraiment... Je pense que là, on va vraiment à l'essentiel. Et pour moi, c'est important. Ouais. Et oui, cette relation avec la nature que vous évoquez, qui vous a donné envie de faire ce métier, on le comprend bien. Comment est-ce que vous percevez l'agriculture en pays d'Ancenis? De votre point de vue, là. Le pays d'Ancenis, c'est une dominante rurale au cœur d'une région touristique. Je pense qu'Ancenis a la chance d'être une ville ligérienne. Ancenis a la chance d'avoir un office de tourisme hyper dynamique, vitrine du territoire. Et les vignerons de l'appellation des coteaux d'Ancenis, coteaux de la Loire, ceux qui le veulent, ont leur vin au sein de l'office. Vitrine, visible pour les touristes, mais aussi pour les gens de la région. Puis le pays d'Ancenis, c'est aussi un pôle économique super dynamique avec des entreprises qui créent des emplois, mais qui créent aussi des consommateurs. Alors ça, c'est évidemment les ferments actifs, si je puis dire, qui font que ça fonctionne bien. L'avenir, vous le percevez comment dans votre filière? Alors c'est un avenir, je pense qu'il est positif puisque le territoire est favorable. Mais on a un énorme défi, nous les agriculteurs, viticulteurs, c'est de répondre aux besoins actuels, qui sont l'urgence climatique. Les consommateurs ont besoin d'une alimentation saine. Et puis nous, on se doit de produire pour que nos exploitations fonctionnent. Alors l'urgence climatique, je ne me prétends pas résoudre ça en quelques mots. Peut-être avec juste des exemples précis. C'est garder et planter des haies qui vont limiter les températures et limiter la sécheresse. C'est planter des couverts végétaux sur les espaces non productifs. Nous, par exemple, en viticulture, en faisant ça, on augmente la biodiversité et on augmente aussi la population d'ennemis naturels des ravageurs de la vigne. C'est quand on arrache la vigne, c'est laisser le sol se reposer. Nous, en tout cas, en 1 an, c'est vraiment intéressant. C'est utiliser des engrais verts, c'est ne pas poser d'insecticides et faire de la confusion sexuelle. Voilà, toutes ces choses sont posées actuellement. Et du coup, les exploitations, elles vont aller rechercher des certifications qui sont valeur environnementale, HVE, haute valeur environnementale, bio ou biodynamie. Et qui reconnaissent évidemment ces engagements que vous portez, que vous incarnez chez vous. Vous souhaitiez profiter évidemment de cette séquence, comme Virgilio Fonseca, pour adresser, ou en tout cas interpeller le président Périllon. Je vous laisse lui poser votre première question. On vous écoute. Oui, comment le politique peut accompagner justement ce changement climatique? De nouvelles équipes se sont mises en place au niveau des communes et au niveau du conseil communautaire. Une réflexion différente va être engagée, évidemment. Nous avons mis en place des commissions, dont la commission environnement, énergie, biodiversité et ruralité. Voilà, cette commission va travailler de façon transversale avec les autres sujets que nous avons donc en gestion. Au niveau de la biodiversité, on voit bien que nous sommes proches de la Loire, nous avons des cours d'eau importants, nous avons des territoires à préserver, et donc cette commission environnement aura un travail important à réaliser entre le monde agricole, le monde économique et bien sûr l'ensemble des habitants de notre territoire. Des dispositifs ont déjà été mis en place au niveau du département. Le manger local, sujet essentiel pour notre alimentation. Le département, la Chambre d'agriculture, l'Association des maires et les EPCI ont travaillé en commun justement pour développer ces actions du manger local qui est essentiel pour nos agriculteurs. Le projet alimentaire territorial va être mis en place dans les semaines qui viennent. Sujet essentiel entre les élus de la Compa et le monde agricole. Je pense que ces deux dispositifs, manger local et le programme territorial alimentaire, vont permettre donc de réfléchir différemment sur l'après-Covid, justement, pour que nos citoyens puissent avoir une action
sur l'économie locale. Vous évoquiez, Président, il y a quelques instants justement le SCOT à nombreuses reprises et le PLH. Il y avait une question également, Anna Timon, sur la question du logement ou l'équation logement foncier disponible pour l'agriculture. On vous écoute. Oui, comment résoudre cette adéquation qui est de peut-être freiner l'urbanisation pour garder des terres agricoles, préserver ce territoire pour qu'il reste attrayant et aussi accueillir de nouveaux talents. Sujet essentiel, effectivement. Nous l'avons travaillé au niveau de la région, dans le cadre du STRADET. Nous allons le mettre en place dans le SCOT. Il faut vraiment un équilibre entre le monde économique et le logement, et aussi la préservation du monde agricole et naturel. C'est essentiel. On le voit bien, les nouveaux chiffres de l'INSEE qui nous sont parvenus récemment montrent ce déficit justement de logement au nord de la Compa. Donc il faut que nous y travaillions. Nous aurons une action à mener en direction des bailleurs sociaux qui évitent justement de venir sur ces territoires un petit peu plus fragiles. Donc ce sera une des actions fortes que l'on va mener justement pour équilibrer le logement sur l'ensemble de la Compa. Merci Président pour ces éléments de réponse. Anna Timon, Virgilio Fonseca, merci beaucoup d'avoir été avec nous, d'avoir posé vos questions. Merci. Je vous laisse poursuivre votre agenda. Virgilio Parfait. Fonseca, concept propreté, et puis Président de la DIRA, Anna Timon pour le domaine des génodires. Merci beaucoup. En attendant que nos deux autres témoins nous rejoignent, en tout cas se mettent en place, Président, ce que je perçois à travers finalement vos propos et nos échanges, c'est l'importance du dialogue. C'est incarné évidemment dans cette séquence. Quelle est la qualité du dialogue que vous entretenez avec les acteurs économiques et également les acteurs de l'agriculture sur le territoire? Alors, je suis élu sur le territoire depuis un certain temps déjà. Donc maire et à l'intercommunalité, donc je connais bien les acteurs du territoire. Et voilà, le territoire, c'est mon ADN. Donc, et puis, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir une attention très particulière entre l'urbain et le rural. Il ne faut pas les mettre en opposition. Il faut que tout le monde, justement, travaille donc de concert pour que l'ensemble des habitants de la Compa puissent avoir accès à l'ensemble des services. Quelques points faibles sur la santé, entre autres. Donc on voit bien qu'en ce moment, donc, le problème de pouvoir, la présence médicale, c'est complexe. On y travaille. Il y a des rencontres donc, qui sont organisées entre l'ARS, entre l'hôpital d'Ancenis, qui est aussi donc, un point important, d'avoir un hôpital sur un territoire. Voilà, c'est un point d'accroche, mais aussi à partir de ce centre de santé, voilà, pouvoir essaimer sur le reste donc, de la Compa, en lien avec la région. Nous allons d'ailleurs lancer une étude début janvier, justement pour identifier toute la problématique de la santé, mais pas que les médecins, tout le monde médical en fait, pour voilà, avoir une bonne connaissance et pouvoir mettre en place des actions. L'ensemble de la chaîne de valeur, on le comprend bien. Merci Président. Il est temps d'accueillir nos deux prochains témoins, Philippe Guillard et Sophie Moreau, qui vont venir nous rejoindre. Bonjour à tous les deux, merci. Vous vous installez évidemment confortablement également sur les fauteuils qui vous sont attribués. Philippe Guillard, président de l'association Transmission. Sophie Moreau, bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et gérante de la maison Bonheur. On va faire connaissance avec vous deux. Philippe Guillard, je le disais, président de l'association Transmission. On va échanger avec vous, mais d'abord, un petit clip, allez, vidéo, quelques secondes pour introduire ce thème de la culture et on se retrouve juste après. Merci donc d'être avec nous. Je le disais, vous êtes toujours président de l'association Transmission. Vous proposez avec cette association chaque année un spectacle son et lumière, et notamment en ce moment sur le thème de la résistance, dans la nuit, liberté. Mais c'est une histoire qui commence, si on remonte un petit peu le temps et qu'on donne un coup d'œil dans le rétroviseur, en 1972. Racontez-nous. Oui, bonjour Clément, bonjour Monsieur Perrion. Donc effectivement, c'est une histoire qui a commencé en 1972 par la rénovation du pont qui enjambe l'Erne, puisqu'on est dans la haute vallée de l'Erne, et qui perdure donc, depuis ce temps et qui a, avec le temps, donc, pris cette importance.
Une association constituée de combien de bénévoles aujourd'hui? Alors nous sommes aujourd'hui un peu plus de 400 bénévoles, 400 bénévoles répartis sur le territoire, essentiellement du pays d'Anceny, même si à l'initiative au départ on était essentiellement des gens de transmission de Trans-sur-Erne. Mais effectivement, de tout âge aussi, ça c'est important. On a cette vocation intergénérationnelle. On va compter des bénévoles qui ont presque 6-7 mois aujourd'hui, hein, les plus jeunes, jusqu'à 88 ans pour le plus ancien. Et qui sont toujours là, toujours actifs, toujours motivés. Et ça, c'est vrai que c'est une force de l'association Transmission. Alors vous dites, d'ailleurs, quand on parle de ça avec vous, c'est une grande fratrie, c'est une grande famille, cette affaire-là? Oui, complètement. Les premiers sont là depuis 1972 et on y vient en fin de compte effectivement en famille, entre amis. Il est pas rare de voir les grands-parents, les parents, les enfants s'intéresser au spectacle, donner le coup de main et s'investir pleinement dans toute l'activité de l'association. Bon, donc des recrutements qui sont évidemment assez naturels. Qu'est-ce qui donne envie aux gens finalement de participer à cette aventure? Ah, je pense que c'est quelque chose d'assez assez complexe à expliquer. Il y a l'envie de faire, l'envie de prendre des initiatives, l'envie aussi de se retrouver entre les personnes, l'envie de relever des défis, l'envie aussi forcément d'exposer la culture dans le territoire, bien entendu. Voilà, c'est toutes ces formes-là de prendre des initiatives et de passer un bon moment également, le lien social, quoi, en fait, quelque part. Alors, un lien social évidemment qui est un petit peu entamé en ce moment. Comment est-ce que vous vivez ça, cette période singulière chez Transmission? Eh bien, on s'est adapté, nous aussi, hein, parce que c'est vrai que cette crise sanitaire que l'on croise, que l'on traverse, c'est quand même complexe pour nous. Bien entendu, le spectacle n'a pas eu lieu cette année. Ça a été un déchirement, très honnêtement, quand il a fallu prendre la décision de stopper et de ne pas faire ce spectacle. Bon, on a réussi à rebondir, puisqu'en réalité, on avait un grand projet qui nous tenait à cœur, en partenariat avec France 3, de tourner un film sur le spectacle, un film documentaire. Et malgré tout, même s'il n'y a pas eu le public cette année, on a réussi, en motivant nos bénévoles et bien entendu en prenant toutes les mesures nécessaires par rapport à cette crise sanitaire, on a réussi à faire ce tournage. Et donc on le verra sur le prochain trimestre 2021, donc il sera diffusé sur France 3, bien entendu. Bon, Mais ça, c'était vraiment un défi et ça nous a fait du bien quelque part parce qu'une année sans spectacle, on se voyait presque mourir. Eh oui, comment penser ce crève-cœur, évidemment, quand on doit annuler. Je voudrais qu'on revienne sur le sujet quand même de ce spectacle. Comment est-ce que vous choisissez d'ailleurs vos thématiques, vos sujets, vos scénarios quand vous construisez un spectacle comme celui-là? Alors, quand on construit un spectacle, en réalité, c'est l'idée de Michel Monnier, le président fondateur de l'association, et puis d'un petit groupe de travail, on est 5-6 autour de ça, dans un premier temps, où on cogite, on propose, on s'imagine. Et puis après, donc, le groupe grossit en réalité, et c'est de là, en fin de compte, que viennent les différents sujets. Alors, c'est vrai que ça a été riche et varié, hein. On a fait la Révolution française, on a fait Napoléon, on a fait Jules César, on a fait Jésus, et puis là... je dirais que ça fait presque plus de 20 ans qu'on souhaitait vraiment faire ce spectacle sur la Seconde Guerre mondiale, dans la Nuit Liberté. Ça a été pour un moment, il y a quelques années, trop tôt, en fait, mais je pense qu'aujourd'hui, 70 ans après, c'était le bon moment pour en parler et pour réaliser ce devoir de mémoire. Et c'est aussi un point qui nous tient à cœur, et surtout de se tourner également vers un jeune public, qui sont notamment les collégiens du pays d'Anceny. Ça, c'est vrai que c'est un point important aussi, faire vivre sa mémoire, puisque malheureusement, il ne reste plus grand monde de gens qui ont pu connaître cette époque, qui était une époque qui était quand même très compliquée. On dit de 2020 que c'est dur, que c'est difficile, mais je pense que les gens qui ont connu la guerre, les gens qui ont connu tous ces moments-là, ont vécu aussi des moments difficiles. Oui, les questions des années 40, effectivement, en Loire-Atlantique, et puis de toute cette histoire de la résistance qui s'est constituée dès ce moment-là sur notre territoire notamment. Vous dites vos publics, d'ailleurs publics jeunes, qui on retrouve assistant à vos représentations, à ces spectacles? Alors, on retrouve vraiment un public très très varié, hein. On a forcément nos aînés qui viennent voir le spectacle et qui retrouvent pour certains des moments qu'ils ont entendus de leurs parents ou de leurs grands-parents. On retrouve des jeunes qui en font vraiment aussi une sortie amicale, une sortie familiale. Et on retrouve ces plus jeunes encore, donc les collégiens, même quelques personnes du primaire, les lycéens. Et ça, c'est vrai que c'est un point important aussi parce que moi, j'attire, et je suis toujours assez enthousiasmé par le fait de voir ces collégiens qui sortent du gradin et qui vous disent merci, qui vous disent voilà, vous avez fait un tableau formidable, parce qu'en réalité, donc plus jamais ça, quoi.
Je pense que le message passe, je pense que le message est fort, et je pense que ça vaut mieux que n'importe quel manuel d'histoire en définitive. Et ça, c'est vraiment un témoignage de professeur d'histoire qui me le fait dire en fait. Voilà, donc l'objet de l'association, transmission évidemment qu'on retrouve dans vos mots et dans ces messages que vous souhaitez faire passer. Philippe Guillard, vous avez tenu à être avec nous, merci encore une fois. Et pour adresser notamment et profiter de la présence de Président, pour lui poser des questions, on écoute votre première question à son adresse. Oui, alors Monsieur le Président, j'aurais une première question. D'une manière générale, la culture et la compa, quel intérêt vous portez à la culture en pays d'Ancenis en définitive? La culture, comme le sport, est un lien essentiel pour la vie en collectivité. Nous avons besoin de rencontres, nous avons besoin de convivialité, nous avons besoin de détente. Et puis, en ces moments difficiles, il y a besoin de rompre l'isolement. L'endroit où nous sommes, le cinéma, un investissement important pour la compa, 6 millions d'euros. Mais ce n'est pas que ça, c'est aussi donc une rencontre régulière que nous avons mise en place. Et puis, pour la culture sur le territoire d'Ancenis, des points importants, des montants importants ont été mis en place. Mais ce qu'il faut retenir, c'est ces lieux de rencontre, que ce soit les bibliothèques, toutes les bibliothèques qui ont été mises en réseau. Il y a un travail important aussi en direction des jeunes, avec ce soir, je sors mes parents. Donc, c'est des moments de rencontre. On a besoin de ça. Et j'espère qu'en 2021, nous allons pouvoir retrouver tous ces moments de convivialité. Merci, Président, pour ces éléments de réponse. Autre question, Philippe Guillard, Oui. que vous souhaitiez poser, en tout cas, à Maurice Perriand. Complément, une deuxième question. C'est vrai qu'on circule, on est dans une crise sanitaire qui est sans précédent et qui met très à mal la culture. J'ai envie de dire, voilà, la compa aujourd'hui, comment demain, 2021, vous pensez accompagner la culture de manière générale, toutes les associations en définitive qui promuent cette culture sur le territoire? Est-ce que vous avez des idées? Est-ce que vous avez des actions financières ou autres, bien entendu, par rapport à ça? Malheureusement, nous ne sommes pas rendus au bout de la crise sanitaire. Il faut que nous mettions tout en œuvre, justement, pour créer ces temps de rencontres essentiels, dont nous avons tous besoin, que ce soit les jeunes ou les plus âgés. Ah, un moment important, les folles journées sur notre territoire d'Ancenis. Donc, première fois, durant 2 jours, donc on va effectivement regarder de très près pour que toutes les règles sanitaires donc, soient mises en œuvre. Et nous allons y arriver tous ensemble si chacun y met de la bonne volonté. Nous avons la chance sur notre territoire d'avoir des écoles de musique d'exception. Il va y avoir des interventions dans le domaine scolaire. Même chose, les scolaires, les jeunes ont besoin donc cet accès à la musique comme ils ont accès à la lecture évidemment. Et je sais que la lecture et la musique, c'est une attente forte de nos jeunes. Merci, Président, et gageons effectivement qu'on puisse se retrouver au mois d'août pour les représentations qui sont annoncées. Les dates, peut-être déjà Je ne sais pas. Bon, elles seront fin août, autour de Fin la août, deuxième quinzaine. Oui. Voilà, il faut aller voir sur le site. À partir du 24. Bon, ben voilà, vous avez retrouvé un peu de mémoire. On va retrouver de toute façon avec précision sur le site de transmission. On va échanger. Merci beaucoup, Philippe Guillard. Merci d'avoir été avec nous. Sophie Moreau, on va échanger avec vous. Juste avant, on va découvrir quelques images pour lancer cette séquence du Vivre Ensemble. Sophie Moreau, merci d'être avec nous. Vous êtes fondatrice et gérante de la Maison Bonheur, un lieu convivial et atypique qui propose aux indépendants notamment des bureaux partagés en mode nomade ou fixe. On va en parler, mais d'abord, je voudrais qu'on évoque cette relation que vous avez avec le territoire. Vous êtes arrivé ici en 2007. Bonjour Clément, bonjour Monsieur Perriand. Oui, je suis arrivée ici en 2007 avec ma famille. Nous nous sommes installés à Mésanger. Pour le travail de mon mari, il est installé aussi à Ancenis. Il exerce son activité sur le territoire. Chef d'entreprise, entreprise de transport. Il est chef d'entreprise dans le domaine du transport. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir vous installer ici ? Alors, pour installer mon activité ici, c'est facile. J'avais vraiment envie d'être dans un lieu
proche de la Loire déjà, à 2 pas de la gare et puis proche des commerces, c'était important. Et puis Ancenis, c'est un lieu suffisamment grand pour y trouver tout ce que l'on veut, avec une activité économique très diversifiée et très active. Vous n'avez pas eu la tentation un peu naturelle ou trop souvent naturelle de vous rapprocher de grandes métropoles? C'était le choix d'Ancenis, c'était évident, ça s'est imposé? C'était vraiment un choix de venir m'installer à Ancenis, oui. Ce projet que vous avez construit il y a 3 ans, qui a peut-être été effectivement mûrement réfléchi, mais en tout cas inauguré, qui est né il y a 3 ans, la Maison Bonheur, ça vient d'où? La Maison Bonheur, c'est une inspiration. Je travaille chez moi. Donc l'idée, c'était aussi de créer un lieu de travail qui ressemble à une maison. Donc c'est une maison, effectivement. C'est vraiment ce que je voulais. Je suis consultante formatrice et c'est parfois difficile de se retrouver seule à la maison à travailler. J'interviens en entreprise, mais c'est pas tous les jours. Donc il y a des moments de préparation et être seule chez soi, le travail se mélange aux activités familiales. C'est parfois assez compliqué de se retrouver et de s'identifier en restant à la maison. Et c'est vrai inversement. Et le travail vrai, peut se mêler effectivement au quotidien inversement, également. le travail peut prendre un peu trop de temps sur le temps personnel et familial. Donc c'est parti d'un besoin très très particulier, très identifié, qui vous concerne. Vous avez senti que vous n'étiez pas seul, qu'il y avait un vrai besoin aussi partagé? Oui, j'ai senti qu'il y avait un besoin. Déjà, c'était un besoin que je ressentais moi personnellement et à aussi être en lien avec des personnes qui travaillent de la même manière que moi, donc des indépendants, des freelances. C'était intéressant de se dire que il me fallait un lieu en dehors de la maison et que ce lieu, je pouvais le partager avec d'autres personnes. Il est suffisamment grand pour être plusieurs à avoir des activités différentes sur un même lieu. La Maison Bonheur, aujourd'hui, vous diriez quoi? C'est le bon compromis entre le télétravail et l'entreprise? Tout à fait. Tous les matins, je vais au travail comme si j'allais dans une maison, parce que c'est quand même une maison, une vieille maison de pêcheurs. Et à la fois, je vais retrouver, alors ce ne sont pas vraiment des collègues, mais c'est un réseau, c'est un groupe, ce sont des personnes avec qui on partage beaucoup de choses, en fait, hein, de la joie, mais aussi des moments de doute, des moments de questionnement. Donc à plusieurs, on est toujours plus fort. Et puis, rester complètement en entreprise, c'est pas toujours, en plus, aujourd'hui, avec la crise sanitaire, c'est pas possible, tout simplement. Donc, ça fait un bon compromis entre rester à la maison et être en entreprise. Et surtout, créer du lien, c'était vraiment le plus important. C'était aussi de rompre cet isolement de ces indépendants. Et oui, Sophie Moreau, parce qu'on comprend en vous écoutant qu'on partage plus que des fonctionnalités, mais aussi des moments justement du quotidien, pour rompre avec ce sujet de l'isolement et notamment des indépendants. Qui on retrouve comme profil? Qui sont les résidents là, qui sont chez vous? Alors, les résidents pour la Maison Bonheur, ce qui concerne la Maison Bonheur, ce sont beaucoup de personnes, de professionnels qui accompagnent, qui travaillent dans l'accompagnement des gens. Donc des thérapeutes, des coachs, mais aussi une dermoesthéticienne, mais vraiment dans l'accompagnement. Par exemple, elle accompagne les personnes qui sont malades, atteintes de cancer. Donc on est vraiment dans une orientation vraiment d'accompagnement. Voilà, ça s'est fait comme ça. La maison s'est construite de cette manière-là. Elle était d'une certaine manière vouée à ça, en fait. Vraiment, quand je l'ai vue, j'imaginais cela. Mais ça n'empêche pas qu'il y ait d'autres personnes qui viennent, notamment des informaticiens. Et donc, il y en a vraiment des activités assez diversifiées. Et puis, finalement, même ces activités dans l'informatique accompagnent des gens qui n'y connaissent rien et sont utiles. Nous sommes vraiment utiles les uns aux autres. Bon, donc complémentaire et peut-être génératrice aussi de business et de performance, Tout à fait. gageons-le. Merci en tout cas d'avoir été avec nous. Vous souhaitiez être présente également parce que vous vouliez aussi adresser et poser vos questions au président Perrion. On vous écoute pour votre première question, Sophie. Alors, Monsieur Perrion, ma première question, c'est quels sont vos projets de développement du tourisme en pays d'Ancenis? Je voudrais saluer le travail essentiel qui a été mené par l'Office intercommunal du tourisme
sur des sites importants à découvrir sur notre territoire. Pour les gens de la Compa, mais aussi pour l'extérieur, bien évidemment. Nous avons des joyaux sur notre territoire. Nous avons les Folicifets, nous avons le château d'Ancenis, nous avons le palais Briot et la Tour d'Oudon sur le parcours de la Loire à vélo, bien évidemment. Merci, Président. Une autre question, Sophie Moreau, à l'adresse de Maurice Périllon. On vous écoute. Eh bien, ma deuxième question, vous avez commencé à en parler, elle concerne les mobilités douces. Donc, est-ce que vous avez, pareil, des projets d'amélioration pour améliorer en fait l'accès par les voies cyclables? J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de ruptures, en tout cas sur cette partie d'Ancenis. Il y en a d'autres ailleurs. Voilà. Quels sont vos projets par rapport à cela? La réflexion sur les pistes cyclables doit être globale. Il y a effectivement quelques ruptures entre Ancenis et Saint-Géréon, mais pas que. Il y a un travail important qui est mené donc, actuellement par le conseil départemental pour relier le nord du département jusqu'à la Loire à vélo. Et puis il y a ces pistes transversales. Je pense à la voie verte qui part de Carquefou, direction Saint-Marc-la-Jaille. Et à partir de ces deux pistes structurantes, nous allons pouvoir développer des pistes qui iront de commune à commune, de hameau à hameau. D'ailleurs, la prise de compétences mobilité qui va être prise par la Compa permettra donc d'accentuer son action en direction des communes et d'avoir des cofinancements qui pourront être donc mis en œuvre par l'ensemble des autres collectivités. Merci beaucoup, Président. Merci beaucoup, Sophie Moreau. Merci, Philippe Guillard. Philippe Guillard pour l'association Transmission. Sophie Moreau pour la Maison Bonheur. Eh bien, évidemment, longue vie à vos projets, à tous les deux. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous laisse évidemment poursuivre votre agenda. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci, Monsieur Perillon. Merci. Merci à vous. Merci Clément. Merci Monsieur Perillon. À bientôt. Président, je me tourne vers vous parce qu'on arrive déjà à la conclusion de cette séquence. Président, j'ai envie de vous poser la question d'ailleurs très simplement de qu'est-ce que vous avez envie de retenir de nos échanges. Ils ont été nombreux, denses, beaucoup de questions, beaucoup de sujets abordés. Qu'est-ce qui vous a marqué, tiens? Je ne m'attendais pas à ce type de questions, mais en fait, forcément des questions très pertinentes, parce que ce sont des gens qui connaissent bien le territoire et puis qui ont une passion pour leur activité. On voit bien que malgré la souffrance qu'il y a donc, dans le monde économique, dans le monde associatif, eh bien, en fait, on est dans l'action. Les acteurs du territoire donc, ont envie que ça continue, ont envie d'avancer. Et je pense qu'il faut laisser donc, cette année 2020 derrière nous et se projeter sur 2021 justement pour lancer voilà, donc, cette dynamique que le territoire a besoin. Bon, vous faites confiance aux acteurs économiques, notamment aux agriculteurs que vous avez évoqués tout à l'heure, avec la qualité du dialogue que vous convoquez ou que vous appelez de vos voeux. Vous faites confiance aux acteurs associatifs, à l'ensemble des habitants du territoire pour rebondir? Vous savez, la continuité de l'action des élus, c'est la base. La base, c'est donc le monde associatif, c'est les actions sur le territoire. Donc, nous, les élus, nous sommes là pour retransmettre donc, les idées générales qu'on peut développer. Nous avons forcément notre propre politique, mais cette politique, elle est en direction des acteurs du territoire. Donc, rien ne se fait donc, au hasard. C'est bien cette concertation commune que l'on peut avoir donc, avec voilà, des échanges comme ça, c'est important. Ça permet donc de sentir donc les questionnements qu'il peut y avoir et puis donner ces réponses qui sont forcément pas complètes, mais on aura besoin donc de rencontres régulières tout au long de l'année 2021 par le Conseil de développement, par des actions donc, sur le tourisme, par le monde industriel, avec les associations de la DIRA et les associations culturelles. Donc, il faut qu'on continue ces échanges, justement, pour qu'on puisse avancer ensemble. Je ne découvre pas le pays d'Ancenis parce que je suis élu depuis longtemps, mais il y a une nouvelle génération d'élus qui sont arrivés et c'est primordial d'échanger en permanence sur tous les thèmes. 2020, une année effectivement singulière, c'est le moins qu'on puisse dire, Président, qui est derrière nous maintenant. 2021, qu'est-ce que vous souhaitez aux habitants de la Compa? Le meilleur. Je peux leur souhaiter le meilleur. C'est certain que cette interrogation quand même de la continuité donc, de cette pandémie, alors que ce soit les jeunes qui ne peuvent plus donc, se voir régulièrement, qui ne peuvent plus s'amuser normalement,
qui ne peuvent plus se rencontrer. Donc c'est un vrai manque et c'est un souci hein, donc, pour les parents, pour les institutions, que ces jeunes ne soient pas donc, voilà, dans cette mouvance dont ils ont besoin. Et pour les plus âgés, les personnes donc vulnérables, les personnes qui sont dans les EHPAD, ne pas pouvoir voir les familles dans ces moments donc, normalement conviviaux et chaleureux, voilà, on voit bien que là, il y a une inquiétude. Et voilà, on a tous hâte donc à retrouver un printemps heureux justement pour pouvoir se rencontrer, faire la fête, puisqu'on a besoin de faire la fête, c'est humain. On a besoin donc de retourner dans les restaurants, on a besoin de se rencontrer, de passer des bons moments donc divers et variés. Et de retrouver du lien social, effectivement. Merci beaucoup, Président Perillon. Merci d'avoir été avec nous, d'avoir joué le jeu de ces rencontres avec les acteurs du territoire. Merci, je vous souhaite une excellente année également. Merci. À très bientôt. Merci. Au revoir. Merci.